Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, les travaux de thèse que je vous présente aujourd'hui concernent la spécification d'un logiciel de traduction assisté par ordinateur à destination des langues des signes. Ce sont des travaux qui ont été encadrés par Alice Braford et Michael Fiol dans le cadre de l'école doctoralistique. Ces travaux sont le fruit d'une quête scientifique à visée publique, mais aussi un lien personnel aux entournures, étant moi-même interprète français dans les signes françaises. Une thèse qui se veut donc interdisciplinaire entre l'informatique et la traductologie. Donc à savoir que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Rosetta qui a été financé par la BPI. Voilà, laissez-moi dans un premier temps vous présenter le déroulé de cette soutenance. Donc, je vais commencer par revenir sur un point de contexte, faire un petit peu d'histoire pour que vous puissiez mieux en cerner les points de départ. J'exposerai ensuite les deux questions de recherche qui ont guidé l'intégralité de cette étude, avant de revenir sur les trois contributions principales de mes travaux, et je conclurai au travers d'un bilan des limites et d'un inventaire de perspectives non exhaustif. Alors, en réalité, le véritable point de départ de cette recherche, ce n'est pas tant le manque d'outils pour assister informatiquement à la traduction des langues des signes que le manque d'accessibilité en lui-même. Donc, pour mieux comprendre la situation actuelle, je vous propose de remonter 2 siècles en arrière, à savoir qu'en France, la langue des signes a connu un essor au XVIIIe siècle. Donc, c'est notamment le cas avec la création de l'Institut national des jeunes sourds Saint-Jacques à Paris en 1794, avant de se voir interdite pendant près de 100 ans, à partir de 1880, à la suite du congrès de Milan. Et le redémarrage fut quelque peu laborieux, puisqu'il a fallu attendre 1791 pour que la langue des signes française redevienne à nouveau une possibilité, une langue d'enseignement. Et encore un petit peu plus tard, 2005, pour que la langue soit reconnue, alors non pas en tant que langue officielle de la République, mais au moins reconnue en tant que langue à part entière. Alors, comme vous pouvez le voir, on est de retour dans cette perspective un peu plus favorable depuis très peu de temps, c'est-à-dire un peu moins de 20 ans, ce qui peut contribuer à expliquer les difficultés d'accessibilité qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, cette loi du 11 février 2005, elle fait également mention du droit pour chaque citoyen d'avoir un accès libre et complet à l'intégralité des informations du domaine public. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va relever de l'administration, des services publics, les informations qui peuvent être communiquées dans les lieux publics, et puis ça relève aussi du domaine de l'audiovisuel. C'est-à-dire que cela passe, dans le cas des personnes sourdes, notamment par la traduction en langue des signes de ce contenu. Hélas, l'offre demeure assez faible. Donc c'est déjà vrai dans le cas de l'interprétation. Ça l'est encore plus quand on s'intéresse à la traduction professionnelle des langues des signes. Et c'est là, finalement, notre véritable point de départ. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes pour du contenu traduit en langue des signes, et finalement, peu de moyens humains pour répondre à cette demande. Donc ce manque de moyens humain va inévitablement conduire à quelques petits écarts nécessaires. Donc, par exemple, on va souvent faire appel à des interprètes pour assurer les tâches de traduction, alors que les deux tâches sont quand même différentes. Parfois, on va même faire appel à des personnes qui ne sont pas professionnelles pour assurer la traduction, voire parfois, on ne va tout simplement pas traduire. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des langues écrites, on va remarquer que ces professionnels-là, eux, disposent de nombreux outils d'assistance informatique qui permettent d'assister la traduction, évidemment, dans un premier temps, donc, avec par exemple, la segmentation automatique. Donc, je vous ai mis une petite illustration ici. Donc, le texte source est automatiquement segmenté par le logiciel, qui propose en face de chaque segment ainsi découpé un segment qui initialement est vide, et donc le traducteur va devoir remplir ce segment. Ces deux segments mis bout à bout forment un alignement, c'est-à-dire qu'on aura la certitude que l'un sera la traduction de l'autre, et on va de fait pouvoir
capitaliser sur les travaux au fur et à mesure. Donc on a cette fonction d'alignement automatique, on peut aussi avoir recours à de nombreux modules qui sont intégrés, c'est notamment le cas avec on a des assistances type concordncier, des glossaires, des lexiques terminologiques. Donc, a priori, tous les outils nécessaires pour aider le traducteur dans sa tâche, mais on va aussi retrouver tout un penchant d'assistance qui va concerner l'aspect gestion de projet, c'est-à-dire que ces logiciels proposent, par exemple, à plusieurs traducteurs d'un même service, de traduire en même temps sur un même document, sur un même projet, voire même d'incorporer des données fournies par le client. Donc, par exemple, le client est à même de dire ne révisez pas telle partie du document ou ne traduisez pas telle portion du document. Donc, c'est vraiment l'aspect collaboratif du logiciel. J'en viens maintenant à mes deux questions de recherche. La première réflexion se centre de fait sur les traducteurs professionnels et leur travail. Finalement, c'est quoi traduire, et d'autant plus traduire en langue des signes, c'est-à-dire comment est-ce que nous, on va pouvoir leur faciliter la tâche, de sorte à ce qu'ils soient mieux en mesure de répondre à la demande qu'on évoquait plus tôt. Donc, comment assister informatiquement la traduction des langues des signes, à l'image de l'assistance proposée pour la traduction des langues écrites, comme je vous présentais juste avant. Ce premier aspect tient plus de l'informatique, mais à savoir que s'il décrit très bien nos travaux, il ne se suffit pas à lui-même pour répondre intégralement à la question. Pour être en mesure de proposer une assistance qui soit pertinente, il faut comprendre ce qu'on cherche à assister, et dans notre cas, c'est-à-dire être capable de mettre en évidence les différences fondamentales qui existent entre la traduction des langues écrites et la traduction des langues signées. Et c'est sur ce point que nos travaux tendent un petit peu plus vers la traductologie, et on va se poser la question de qu'est-ce que c'est traduire en langue des signes, quelles sont les étapes de ce processus, est-ce que ces étapes adviennent dans un ordre fixe, un ordre particulier, est-ce qu'elles sont systématiques déjà? Et ensuite, voilà, l'objectif c'est de se poser la question, est-ce qu'elles vont être automatisables et comment on va pouvoir impliquer l'assistance informatique dans ce processus de traduction. Donc les travaux que je vais exposer ci-après concernent la traduction du texte vers les langues des signes, parce qu'il semble s'agir du champ de traduction le plus courant en ce qui concerne les langues des signes. Je vais maintenant reprendre les principales contributions de cette thèse. Voilà. Alors nous sommes en premier lieu intéressés aux logiciels qui existent déjà et qui assistent à la traduction des langues écrites pour dresser un panorama des outils existants, pour identifier les points fondamentaux qui font que ces logiciels sont efficaces et très plébiscités dans le milieu, de sorte à pouvoir en tirer, nous, des pistes de réflexion de comment outiller la langue des signes au même titre. Donc, par fondamentaux, j'entends tout élément dont la suppression remettrait en cause l'intégrité, l'implémentation du logiciel. Donc, en quelque sorte, c'est un peu revenir sur le cahier des charges des logiciels de terrain. Le premier point fondamental que nous avons isolé, il s'agit, alors ça paraît peut-être trivial, de la forme écrite. Parce que dans ces logiciels, tout repose sur l'écrit. Alors, évidemment, il est question de logiciels qui assistent la traduction du texte vers le texte. Ceci étant dit, le recours à l'écrit est obligatoire dans l'utilisation de ces logiciels, c'est-à-dire que c'est le seul input possible. La suppression de cette forme écrite évitable conduit à l'impossibilité pour le traducteur tout simplement d'éviter sa traduction dans un premier temps. Ceci étant, en ce qui concerne les langues des signes, on ne dispose pas de forme écrite évitable pour les LS, donc ça nous pose un premier problème. Le deuxième point fondamental que nous avons identifié, c'est ce que nous avons appelé le principe de linéarité. Alors, comme je vous l'expliquais un tout petit peu plus tôt, en fait, la découpe du texte source est automatique dans le cas de ces logiciels, et la traduction va se réaliser dans le sens strict imposé par cette découpe. Donc, segment par segment, avec l'impossibilité pour le traducteur de modifier l'ordre de ces segments.
le logiciel admet par défaut que la concaténation des segments traduits va automatiquement correspondre à la traduction des segments sources concaténés. Comme illustré juste ici, sur cette figure où seg reprend le principe de segmentation, trad pour traduction et add pour addition. Maintenant, la question est, est-ce que ce principe est également valable pour les langues des signes? Je vais reprendre l'exemple suivant. Je translate un petit peu. L'exemple suivant, quelques 200 personnes pourraient avoir été tuées mercredi matin par un glissement de terrain provoqué par des pluies abondantes dans l'île indonésienne de Java, a annoncé une source policière. Voici la version en français écrite. Et je vous propose de vous intéresser à la traduction en langue des signes que j'ai découpée en segments plus petits. Et par le biais des codes couleurs, donc on peut repérer que en fait, les segments traduits n'apparaissent pas, l'information n'apparaît pas dans le même ordre dans la traduction en langue des signes que l'ordre dans lequel elle est présentée dans le texte français. Dans la version langue des signes, on commence par du contexte, dans l'archipel d'Indonésie, sur l'île de Java. Depuis un certain temps, les pluies sont très fortes. Et là, on reprend l'information principale. Aujourd'hui, mercredi matin, plusieurs policiers annonce qu'un glissement de terrain, qu'il se pourrait qu'un glissement de terrain ait fait 200. Donc d'emblée, on remarque que ce principe de linéarité ne va pas être applicable ici dans le cas de la traduction des langues des signes. Le troisième point fondamental que nous avons identifié, il s'agit de la mémoire de traduction. Donc c'est une fonction qui va permettre au traducteur de capitaliser sur son travail au fur et à mesure qu'il le génère. Donc chaque segment qui va être traduit, va être associé au segment source, et on a ainsi créé un alignement. Cet alignement est mémorisé par la mémoire de traduction, de sorte à ce que si dans le futur, le traducteur rencontre à nouveau un segment similaire, la mémoire de traduction va automatiquement suggérer là où les traductions précédemment enregistrées. Donc le traducteur reste libre d'accepter ou de rejeter cette suggestion, voire de l'accepter modulo quelques modifications. C'est l'exemple qu'on peut voir ici. Le logiciel nous indique que ces deux segments sont similaires à 74%, donc on peut tout à fait accepter la suggestion de la traduction précédente, modulo quelques modifications ici. Le principe de la mémoire de traduction est tout aussi intéressant pour les langues signées que pour les langues écrites. Le problème qui se pose, c'est que dans notre cas, un des segments, on a dit, n'aura pas la forme de texte. Donc il va falloir songer à pouvoir adapter ce concept de mémoire de traduction. Le quatrième et dernier point fondamental que nous avons identifié dans le cadre des logiciels de TAO, c'est le principe d'intégration, c'est-à-dire que tous les modules sont rassemblés au même endroit, au sein d'une seule et même application. Donc on va y trouver de nombreux outils d'assistance, c'est des fonctions modulaires qui s'organisent autour d'une zone de travail principale. Et l'objectif ici, c'est de minimiser la nécessité d'avoir recours à d'autres outils ou de quitter l'application tout simplement. Donc, en tant que traducteur, si je suis en train de traduire, je peux aller chercher quelque chose dans le corps concordatier, ou je peux avoir recours ici à d'autres outils, aller consulter un glossaire, comme je vous disais, aller chercher un synonyme dans la banque de synonymes si je veux, ou consulter la terminologie qui a été imposée par le client. Donc tout est rassemblé dans un seul et même endroit, de sorte à ce que le logiciel en lui-même suffise à assister l'intégralité de la tâche de traduction. Deuxième contribution de cette thèse, nous nous sommes intéressés au processus de traduction. Comme on l'a dit, c'est très bien de pouvoir assister le processus de traduction, mais il faut être en mesure de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut assister. Donc pour proposer un outil adapté, qui puisse assister les différentes tâches qui incombent aux professionnels, il nous faut, dans un premier temps, réussir à formaliser la tâche, à formaliser un petit peu le processus et le métier.
en identifiant d'une part ce qui va être des besoins récurrents dans la tâche de traduction, et d'autre part les obstacles que les traducteurs peuvent être amenés à rencontrer au quotidien dans leur pratique. Et c'est là qu'interviennent les différents interprètes et traducteurs qui nous ont assistés tout au long de cette étude. On a mené 2 études préliminaires. Donc la première, l'objectif c'était de faire le point sur les pratiques des traducteurs, donc on a regardé des traducteurs en train de traduire. Ça repose sur l'analyse de vidéos, donc de traducteurs en train de traduire, et cette analyse nous permet, d'un point de vue extérieur, donc on les regarde à l'œuvre, de faire l'inventaire des tâches du processus de traduction, d'observer l'ordre éventuel dans lequel ils mettent en œuvre ces tâches-là, et puis d'anticiper un petit peu la question de l'assistance. La seconde étude, qui est sur un point de vue un peu plus subjectif, où on a organisé un brainstorming avec, toujours pareil, des professionnels du métier, où cette fois, on les amenait à réfléchir sur leur pratique professionnelle, sur comment ils envisagent l'assistance informatique, etc. Ces 2 études nous permettent, d'une part, de répondre un petit peu à nos premières questions de recherche, et puis aussi de générer de nouvelles questions pour aider la suite de nos travaux. Merci. Alors, je vais revenir sur la première étude, où il s'agit donc de l'exploitation, comme je vous le disais, d'un corpus préexistant à cette thèse, mais qui en sert parfaitement à propos. C'est un ensemble de vidéos de traducteurs à l'œuvre, à qui avait été donné comme consigne de traduire les textes proposés par l'expérimentateur. Donc, l'analyse détaillée de ces vidéos nous permet de recueillir exactement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire que, d'une part, on a les étapes concrètes de la traduction, on les voit en train de traduire, donc on voit ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre, qu'on va pouvoir déjà identifier, nommer, compter aussi, voir le nombre d'occurrences de chaque tâche, d'observer un petit peu l'ordre dans lequel ils procèdent. Donc concrètement, si on les voit en train de chercher une carte sur Google, on peut annoter, voilà, recherche de carte de tel moment à tel moment pour telle durée. Si on les voit discuter de l'organisation du texte, on peut annoter, voilà, travail sur l'ordre du texte de tel moment à tel moment, et de la même façon, on peut ainsi décompter le nombre de tâches, le nombre d'occurrences pour chaque tâche. Alors comme dit, ces traducteurs travaillent en binôme, ce qui nous permet aussi d'observer les écueils qu'ils vont rencontrer, puisqu'ils vont être à même de verbaliser leurs interrogations, leurs questions, leurs avis, etc., et de se fournir un feedback mutuel. Cette étude concernait 7 traductions intégrales, donc ça correspond à peu près à 6 heures de traduction annotée. Et donc, comme je vous le disais, on a annoté chaque tâche observée, on a pu décompter le nombre d'occurrences de chaque tâche pour chaque traduction, etc., et le temps total où que chaque binôme de traducteurs passe pour chaque tâche, pour chaque traduction. Donc la tâche qui revient le plus souvent, c'est la tâche de segmentation de l'ordre, qui occupe, comme vous voyez, quasiment un tiers du temps total de traduction. Donc on est à 1 heure et 42 minutes sur un total de traduction de 6 heures. Donc ce tableau reprend un extrait des tâches que vous avez pu observer, à savoir qu'au total, nous en avons identifié 12 tâches différentes dont l'exécution semble dépendre d'une part du type de texte que les traducteurs sont amenés à traduire, d'autre part de la longueur du texte à traduire, et en dernier lieu du degré d'expérience des professionnels qui sont attelés à la traduction. Pour revenir sur la question de l'ordre, nous n'avons pas été en mesure de dégager un ordre strict. Alors, sauf à dire que, bien entendu, les traducteurs commencent par prendre connaissance du texte, lire le texte, et terminent par produire la traduction finale, donc se filmer à une vidéo. Toutes les étapes intermédiaires peuvent se dérouler sans ordre vraiment précis. Plusieurs tâches peuvent revenir plusieurs fois, sans avoir nécessairement la même tâche avant ou la même tâche après. Donc c'est vraiment un cycle libre. Et cette observation impacte malgré tout
le cahier des charges de ce que pourrait être un logiciel de TAO pour les langues des signes, puisque ça veut dire que toutes les fonctionnalités qu'on va proposer doivent finalement être accessibles en permanence. Voilà. Les éléments qu'on a récoltés dans l'analyse de ces vidéos contribuent aussi à mettre en avant la non-application du principe de linéarité, qu'on avait vu plus tôt, et de fait la non-pertinence d'une segmentation automatique, d'autant plus que l'ordre va être amené à changer plusieurs fois au fil du travail de traduction. La seconde expérience consistait en un brainstorming en compagnie de plusieurs professionnels qui donc ont été amenés à verbaliser, réfléchir, discuter, échanger sur leurs pratiques professionnelles quotidiennes. À savoir que l'exercice comprenait une brève présentation de la TAO, puisque tous les professionnels ne sont pas familiers avec le concept. Et donc on leur a posé une série de questions avant cette présentation et une autre série de questions après cette présentation. Par exemple, avant la présentation, on leur a demandé « Comment pensez-vous qu'un logiciel puisse aider à la traduction ?» Ou alors, après la présentation TAO, quels outils pouvaient assister, quels besoins cités précédemment, etc. Donc, ce brainstorming, ça nous a permis de nourrir une réflexion quant aux fonctionnalités et aux modules qui pourraient être intégrés dans un logiciel de TAO à destination des langues des signes. À savoir que les informations que nous en avons récoltées corroborent les observations qu'on a pu faire dans la première expérience des analyses vidéo. Mais on a aussi pu souligner l'importance d'avoir croisé les deux points de vue, puisqu'on a observé des activités dans les vidéos dont les participants n'ont pas fait mention dans le brainstorming, et à l'inverse, ils ont mentionné des activités qu'on n'a pas observées dans les vidéos de traducteurs au travail. Donc, par exemple, dans les petits lire, ici on mentionne une assistance au schéma, par exemple, durant le brainstorming. Dans les vidéos qu'on a analysées, on n'a pas observé le recours au schéma. À l'inverse, on a observé durant la tâche de traduction plusieurs occurrences de recherche de cartes, ce qui n'a pas du tout été mentionné durant le brainstorming ni le déroulé de l'entretien. Ce brainstorming nous a permis de souligner l'importance de plusieurs points, plusieurs choses, donc des images, dans un premier temps, dans la réflexion de la traduction, pour inspirer des mots-signes, pour faciliter des descriptions, pour rester dans le visuel. Et les professionnels nous ont fait plusieurs demandes concernant un accès facilité à des ressources en LSF, des fonctions de traitement automatique du texte source, donc tout ce qui relève des informations numérales principalement, une aide à la segmentation, et il a été fait mention d'une base de données de traduction. Et en fait, quand on creuse un petit peu l'idée, dans les faits, c'est une attente vis-à-vis d'un fonctionnement similaire à la mémoire de traduction. Donc, quelque chose qui puisse permettre de capitaliser sur ce qui a déjà été traduit, s'inspirer un petit peu du travail des autres. Tous ces éléments récoltés au cours de ces études préliminaires vont constituer la base du cahier des charges que ces travaux se proposent d'établir. En reprenant chacun des problèmes identifiés plus tôt, on a amené, et aussi les observations faites et les suggestions faites par les professionnels, le cahier des charges va proposer une première spécification pour tâcher d'y répondre. L'absence de forme écrite dans les langues des signes peut se contourner par le recours à d'autres formes, à la vidéo, à l'image, au schéma. Ça, on a vu que c'est des retours qui nous ont été faits durant le brainstorming. L'absence du principe de linéarité va se traduire par la nécessité d'une organisation libre du discours cible. Donc, il ne faut plus être contraint par cet ordre imposé des séries. L'absence d'ordre strict, on le disait plus tôt, fait que toutes les fonctions vont devoir être accessibles à tout moment du processus de traduction. Les suggestions et le retour qu'on a recueillis concernant la gestion du texte source vont pouvoir se traduire par l'implémentation de plusieurs fonctions de traitement automatique du langage, donc pour la reconnaissance automatique d'unités nommées, pour l'extraction de résumés éventuellement. Et les besoins en recherche et ressources pourront se traduire par l'ajout de modules intégrés qui permettent, comme c'est déjà le cas pour les langues écrites, d'essayer de tout centraliser dans une seule et même application.
Évidemment, le concept de la mémoire de traduction va devoir être adapté pour les langues des signes, puisque une des différences majeures qui va exister entre la mémoire de traduction telle qu'elle existe aujourd'hui et celle qui nous servira dans le cas des LS, c'est que la génération d'alignement ne pourra pas être automatique. C'est-à-dire que dans notre cas, le traducteur, une fois qu'il a achevé sa production finale, va devoir sélectionner lui-même telle portion de la vidéo correspond à telle portion du texte et donc générer manuellement des alignements pour les enregistrer dans une banque de données. Donc cette banque de données, elle serait consultable à tout moment de la traduction, mais là encore, elle ne serait pas même de faire des suggestions automatiques que le traducteur pourrait intégrer dans son travail. Nous avons choisi d'adapter cette fonctionnalité sous la forme d'un concordancier bilingue français langue des signes française, ce qui m'amène à la partie suivante. Voilà, contribution suivante de cette thèse, des prototypes. Donc, en sus de dresser une liste de spécifications logicielles, on a cherché à les mettre en œuvre, à les appliquer, ce qui a donné naissance à deux outils. Donc, le premier, c'est le concordancier, qui a pour but de servir le rôle de mémoire de traduction. Donc il s'agit ici d'un concordancier bilingue accessible en ligne, autonome, qui est alimenté par des alignements issus du corpus des 40 brefs, qui lui aussi est disponible en ligne. C'est un corpus parallèle bilingue qui se compose de 40 brefs journalistiques, chacune traitée par 3 traducteurs différents, donc pour au total 120 traductions vidéo. L'intérêt majeur de ce corpus, c'est qu'au-delà d'être bilingue, on a 3 informateurs différents, ce qui va nous permettre de générer, multiplier autant que possible les différents exemples de traduction. Autre intérêt aussi, il s'agit bel et bien de contenu traduit, et non pas simplement d'un contenu en LSF qu'on aurait aligné avec du texte. Actuellement, le concordancier fonctionne à partir de requêtes faites en français écrit et propose des résultats en vidéo de langue des signes française. Cet outil a pu être présenté et testé par plusieurs professionnels et la base de données d'alignement comporte actuellement 600 entrées, donc qui ont été réalisées manuellement. Alors, si j'effectue par exemple dans mon concordancier la recherche pour le mot spot, voici la page de résultats qui va me proposer. Donc, je repère ici, ma requête apparaît ici en bas. Le segment qui contient ma requête, lui, est identifié en jaune. Et donc je peux faire le parallèle avec le résultat vidéo, où le segment de vidéo qui va contenir ma requête est lui aussi identifié en jaune. Alors initialement, la vidéo de résultat est centrée sur ce segment, mais si je veux, je peux ajouter un peu de contexte avant, avec ce bouton ici, ou un peu de contexte après, avec ce bouton. Alors, on le disait à la mémoire de traduction pour les langues écrites, dans notre cas, l'enregistrement des alignements n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il faut le faire à la main et non pas au fur et à mesure de ma traduction. Donc chaque segment doit être généré manuellement une fois que la traduction est achevée. C'est-à-dire qu'il faut aller repérer dans le texte la position de départ, la position de fin du segment, aller faire de même dans la vidéo, identifier le temps de départ, le temps de fin, et puis mettre en corrélation ces informations-là pour créer un alignement que je stocke ensuite. Cette tâche est tout de même colossale. Et donc pour accélérer un petit peu le processus, nous avons développé une fonction d'alignement qui est adjointe au concordancier. Donc le principe est toujours le même, on va aller repérer dans le texte, on va aller repérer dans la vidéo, mais l'interface va considérablement accélérer la manœuvre. Donc, en fin de quoi, il suffit de surligner le segment de texte qui m'intéresse dans mon texte source, ensuite je le valide. Je repère dans la vidéo le segment qui correspond à la traduction du segment texte, j'identifie le début, la fin, j'enregistre, je valide, et ça y est, j'ai créé un alignement. Et chaque alignement qui est créé ainsi avec cette fonction cette assistance à l'alignement va être directement disponible dans le concordancier, et donc potentiellement apparaître dans les résultats. Ce concordancier, je vous le disais, fonctionne en
tant qu'outil indépendant, mais ce qu'on cherchait nous à la base, c'était de proposer un logiciel de traduction assisté par ordinateur complet. C'est-à-dire qu'il soit à même de proposer le même degré d'assistance pour les langues des signes que tous les logiciels qui peuvent exister pour les langues des signes. On a donc développé, avec l'aide d'une stagiaire dont j'ai participé à l'encadrement, un environnement de travail intégré, que voici, dans lequel le concordancier devient un module. Donc, comme mentionné dans le cahier des charges juste avant, cet environnement de travail s'articule autour d'une zone de travail principale, ici numéro 1 bleu ciel. Donc c'est la zone où va se dérouler la traduction, si je puis dire comme ça, et qui va accueillir notamment les blocs, je vous explique juste après. La zone rouge ici, numéro T2, c'est la zone modulaire avec tous les outils d'assistance annexes, donc la recherche lexicale, la recherche encyclopédique, le module de recherche de perte, on en parle tout à l'heure. La zone verte ici, numéro T3, c'est celle qui va prendre en charge le texte source, donc je charge mon texte, cette fois il n'est plus segmenté, mais je peux opérer quelques opérations, donc en l'état, on peut rechercher automatiquement les dates et les noms propres. Et la dernière zone ici, c'est en bleu plus foncé, en numéro 4, l'encart de navigation, donc en fait ça nous permet de zoomer ou de dézoomer sur l'arbre, voire de complètement remonter à la racine. Ça nous offre en fait une vue, une représentation globale de la structure finale du discours traduit. Alors, je reviens sur ce principe de bloc, qui est à mon sens la fonctionnalité la plus, la fonctionnalité principale qu'on apporte avec ce prototype, parce qu'ils vont constituer le cœur de l'interface et c'est ce qui va nous permettre de gérer plusieurs des problématiques qu'on a mis en lumière juste avant. Donc, ça nous permet de résoudre la question de la linéarité, la question de l'assistance à la segmentation et la question de l'absence de forme écrite éditable. Pour reprendre chacun de ces points un par un, en pratique, il s'agit finalement d'une version revisitée des segments cibles qui étaient vides à l'origine, si vous vous souvenez du logiciel de TAO. Exception faite ici qu'on peut les remplir avec différents formats. Donc on n'est plus contraint par le texte. On peut par exemple y ajouter des images, des cartes, des vidéos, alors bien évidemment aussi du texte si on le souhaite, mais pas que. On n'est plus non plus contraint par l'ordre, puisque ces blocs sont mobiles, donc on peut les déplacer librement dans l'interface, par un simple cliquet ici, donc c'est l'illustration ici, donc je peux simplement sélectionner un bloc et le repositionner où je veux dans l'arbre. À savoir que je peux créer des blocs à volonté, quand j'en ai besoin, en cliquant sur ces petits boutons ici, et que chacun de ces blocs vont pouvoir accueillir plusieurs blocs ensemble. Alors, à savoir que le recours à la segmentation dans le cadre de la traduction texte à texte et dans le cadre de la traduction vers les langues des signes n'ont pas le même but. Dans un premier cas, il s'agit de diviser le texte en plus petites unités, en plus petits segments, dans l'objectif peut-être ergonomique de conserver une visibilité accrue. Et surtout, on l'a dit, de permettre d'alimenter automatiquement la mémoire de traduction. Mais au final, cette segmentation affranchit un peu le traducteur du contexte, parce qu'il va se retrouver à devoir traduire des phrases désolidarisées du texte initial dans lequel elles sont produites. En revanche, en ce qui nous concerne, pour ce qui est de la segmentation dans le cadre des langues des signes, si on segmente le texte en plus petites unités, c'est pour pouvoir les réagencer les infos dans l'ordre du discours qui est propre à la vue. Donc si je veux modifier, je vous disais, la position d'un bloc dans l'arbre, ici je ne suis pas contraint. À savoir que chaque bloc qu'on va déplacer va emporter avec lui ses enfants, c'est-à-dire tous les blocs qui se trouvent à sa droite, et on peut indifféremment le placer soit à une autre ligne, soit à un autre degré dans l'arbre. Ces blocs sont organisés selon deux axes, donc à la fois un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical représente l'axe temporel, c'est-à-dire le déroulé temporel de la traduction, la production, le développement de la conclusion par exemple, là où l'axe horizontal retraduit une forme de hiérarchie, c'est-à-dire que plus je progresse vers la droite,
plus je suis à même de trouver un niveau de détail dans l'information plus élevé. Se pose ensuite la question de l'évaluation de ces outils et donc indirectement des spécifications dont ils découlent. Afin de proposer une méthode d'évaluation pour nos prototypes, nous avons mené une réflexion particulière quant à la question de l'évaluation de la traduction. Le protocole qu'on propose va reposer sur la manipulation de nos outils par des professionnels et sur la récolte de leurs retours subjectifs, dans un premier temps, et donc sur l'évaluation de la qualité des traductions qui peuvent être produites avec l'assistance des logiciels, en comparaison avec des traductions qui sont produites sans l'assistance logicielle. L'évaluation préliminaire proposée dans le manuscrit est une version écourtée de l'évaluation initialement prévue, qui hélas été mise à mal entre confinement et annulations diverses, faute de quoi ils ont tout de même pu être présentés à des professionnels du métier, donc à mon échelle. Concernant le concordancier, il a notamment fait l'objet d'un atelier de 2 jours, où il a pu être proposé à des professionnels et à des futurs professionnels du métier, au cours de, des manipulations, différents exercices de traduction, avec ou sans. L'environnement intégré, lui, n'a pu être évalué que sur une partie du protocole qui était initialement prévu, en visioconférence. Donc, pour rappel, le participant était amené à traduire un texte long avec l'aide du logiciel. S'en suivait ensuite la présentation d'un questionnaire de type System Usability Scale, dans lequel, par le biais d'une échelle de Likert, le participant peut enseigner son ressenti quant à l'utilisation du logiciel. L'outil est-il simple d'utilisation? L'outil nécessite-t-il une formation? Faut-il un temps particulier pour le prendre en main? Ensuite de quoi, le participant se voyait présenter un QCM avec des questions aussi parfois un peu ouvertes pour s'intéresser à l'aspect plus qualitatif de l'évaluation. Donc, à quelles fonctions a-t-il eu recours? Quelles sont ses fonctionnalités préférées? A-t-il eu l'impression de passer plus ou moins de temps à traduire avec l'aide de notre logiciel? Alors, l'aspect quantitatif n'a pas été exploré, les données étant trop peu nombreuses pour prétendre à une quelconque valeur statistique. Les résultats obtenus ici concernent donc uniquement le questionnaire System Usability Scale et le QCM. Et bien que ces résultats soient peu nombreux, ils demeurent malgré tout encourageants. Donc, ici on observe que les scores récoltés avec le questionnaire System Usability Scale sont tous supérieurs à 50, ce qui correspond, si on traduit ou si on interprète, et ce n'est pas la même chose, à un logiciel jugé à minima acceptable. Donc l'intégralité des participants font mention d'une volonté de réutiliser l'outil dans le futur. L'impact sur le temps de traduction semble être en tout cas subjectivement positif, puisque 4 sur 5 de ces participants mentionnent avoir eu l'impression d'être plus rapide avec l'aide du logiciel. Et puis, la fonctionnalité de type bloc apparaît systématiquement dans le top 3 des fonctionnalités préférées par les utilisateurs test. Alors, au-delà du résultat en termes de productivité, on peut souligner l'intérêt que la présentation des outils a suscité chez les professionnels, et c'est en soi déjà un point notable quand on considère un petit peu la réticence de ce public-là face à l'informatique et toujours la crainte d'être remplacé par la machine. Voilà. Ce qui m'amène à parler un petit peu des limites que nous avons pu rencontrer dans ces travaux. La première concerne évidemment le nombre d'échantillons et leur nature. Donc, nos observations reposent sur l'étude d'un petit corpus de données qui, du reste, relève que d'une seule thématique et que d'un seul genre, donc c'est du genre journalistique uniquement. Donc une étude similaire qui serait menée sur d'autres thématiques, un plus grand nombre de textes avec des genres différents et aussi plus de professionnels, permettrait de préciser ou de nuancer en tout cas ces premières observations et donc par conséquent d'influencer sur les recommandations retenues dans le cahier des charges. Dans une veine proche, la base d'alignement de notre concordancier est maigre malgré tout, 600 alignements
Ça suffit pour faire la démonstration du logiciel, mais si un traducteur s'en emparait tel quel aujourd'hui, en finalité, l'outil demeurerait plus efficace malgré tout. Donc l'ajout d'alignement, ça reste l'objectif principal dans la poursuite du concordancier, puisque plus il sera nourri, plus il sera efficace. Et en troisième point, l'évaluation, comme je vous le disais, doit être menée à plus grande échelle, pour que les résultats obtenus puissent avoir statistiquement une valeur significative. Et donc une évaluation complète permettrait de mettre en avant les défauts de nos logiciels, peut-être les failles de nos propositions, et aussi une étude sur le plus long terme pourrait apporter des informations pertinentes quant à l'usage que font réellement les professionnels de nos outils. Donc, ils nous disent vouloir le réutiliser, est-ce que finalement ils le feraient vraiment? Est-ce qu'ils le feraient régulièrement? Est-ce qu'ils utiliseraient toutes les fonctionnalités qu'on propose? Ou est-ce que ce serait un usage alternatif qu'on n'avait pas du tout envisagé finalement? Les perspectives associées à ces travaux de recherche sont nombreuses. Donc, la première étant le maintien et la poursuite du développement d'un des prototypes que je vous ai présentés, notamment via l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans l'environnement intégré, l'environnement de travail intégré, et l'ajout de nouveaux alignements dans la base de données du conférencier. L'évaluation à long terme, on disait, et d'un point de vue plus quantitatif, est à prévoir. On pourrait s'interroger sur l'objectivité du gain de temps, par exemple, puisque le retour qu'on a eu sur ce point de vue est parfaitement subjectif. C'est le traducteur lui-même qui a l'impression d'avoir été plus rapide, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou non? Donc ça pourrait passer par du chronométrage, voilà, un groupe test, un groupe témoin, l'un traduit avec le logiciel, l'autre sans, on chronomètre les traductions un peu comparées. Ça pourrait aussi passer par l'intégration de compteurs de clics dans le logiciel, où à chaque fois que le traducteur a recours à telle fonctionnalité, le compteur s'incrémente de 1, pour voir déjà est-ce que toutes les fonctionnalités sont sollicitées et lesquelles sont le plus sollicitées, pour juger de la pertinence de l'assistance qu'on propose. La question de l'évaluation des outils de la TAO soulève par là même la question de l'évaluation de la traduction des langues des signes. Faut-il raisonner en termes de typologie d'erreur, comme c'est déjà le cas avec, pour les langues écrites? Est-ce que ce serait envisageable d'aboutir à un modèle d'évaluation qui soit propre à la traduction des langues des signes? Est-ce qu'on pourrait peut-être aboutir même à un modèle d'évaluation qui soit commun entre langue écrite et langue signée? La formalisation du processus de traduction, lui, pourrait trouver son utilité dans le domaine de la formation des professionnels, puisqu'on a dit qu'on n'a pas assez de professionnels. Est-ce que intégrer ces données-là pourrait permettre d'ouvrir un petit peu les perspectives de la formation des professionnels actuellement? Et puis, bien entendu, l'étude dans l'autre sens de traduction, donc c'est-à-dire cette fois des langues signées vers le texte, reste encore à développer intégralement et demeure un objectif majeur à long terme. Voilà, en conclusion, ces travaux de thèse ne sont que les premiers tâtonnements dans un champ de recherche qui a encore beaucoup à dire, je pense, qui reste malgré tout peu exploré. Ce qui conclut la présentation de mes travaux qui ont donné lieu à plusieurs publications